Nasrallah menace. Nous avons des missiles de grande précision. Ils atteindront un maximum de cibles. Le réseau de fusées du Hezbollah est le secret de sa puissance. La capacité à déverser une grande quantité de feu à partir de lanceurs cachés est extrêmement dangereuse. Il n'est pas étonnant qu'elle inquiète Israël. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la panoplie de fusées de l'organisation terroriste. Nous verrons quels sont ses avantages, ses inconvénients et ses limites naturelles. Nous apprendrons comment Tsahal fait face à cette menace. Je suis Yair Pinto et ceci est My State, une émission sur les événements actuels, ma croyance en Dieu et mon voyage en Terre Sainte. Après des années de menaces iraniennes contre Israël, c'est arrivé. Une attaque combinée de véhicules aériens sans pilote, tels que des drones et des missiles de croisière, a été lancée depuis l'Iran sur des cibles situées sur le territoire de l'État d'Israël. Les tirs ont été effectués depuis l'Iran et l'Irak à l'est, parallèlement aux tirs des Houthis au Yémen au sud. L'organisation terroriste Hezbollah, principal bras armé de l'Iran à la frontière nord d'Israël, a brillé par son absence et n'a pas participé directement à l'attaque. Le Hezbollah dispose d'un arsenal de dizaines de milliers de missiles, de roquettes et de drones. Mais dans le cadre de l'attaque iranienne, il s'est contenté de tirer quelques roquettes isolées. C'est alors que Tsahal a attaqué des camps militaires, des infrastructures et des positions du Hezbollah à l'intérieur du Liban. En termes de répartition sur les secteurs entre le Hezbollah et l'Iran, l'organisation de Hassan Nasrallah n'a vocation à participer à une attaque iranienne que si elle intervient en réponse à une attaque israélienne sur des cibles situées sur le sol iranien. Tant que cela ne s'est pas produit, le Hezbollah s'est abstenu de participer à l'attaque iranienne par crainte de dommages plus importants causés par Israël à l'État du Liban, mais a poursuivi les échanges de tirs avec Israël en deçà du seuil de la guerre, qui avait commencé immédiatement après le 7 octobre. Nous nous rendons dans le nord du pays, dans une région où des centaines de milliers de résidents israéliens ont été évacués de leurs maisons parce que le Hezbollah a attaqué la région depuis le 7 octobre. Nous nous trouvons actuellement dans la ville de Kiryat Shmona, dans le nord du pays. Commençons par l'essentiel. Comment l'organisation a-t-elle pu se procurer autant de roquettes? La vérité est qu'elle ne manque pas de moyens d'introduire des armes par voie terrestre depuis l'Iran via la Syrie, par bateau via les ports libanais, et plus d'une fois, l'organisation a monté des opérations de transfert particulièrement secrètes lorsqu'elle a tenté d'introduire des armes dangereuses telles que des batteries anti-aériennes mobiles. Tsahal n'infirme ni ne confirme rien, mais les cargaisons secrètes du Hezbollah avaient tendance à exploser au hasard des trajets. C'est ce qu'on appelle une mésaventure miraculeuse. Depuis la fin de la deuxième guerre du Liban en 2006, le Hezbollah a rassemblé ses roquettes de presque tout type que l'Iran sait obtenir ou produire et que l'argent iranien peut acheter. La première arme dont dispose le Hezbollah sont les Grad. Elles constituent plus de la moitié de l'arsenal de roquettes du Sud-Liban. Il s'agit de roquettes de 122 mm d'une portée de 20 à 40 km. Leur précision est très faible. Cela ne rend pas le Hezbollah nerveux. L'idée d'un grand barrage d'artillerie est d'intimider Israël, pas nécessairement d'atteindre la cible. La deuxième arme se situe à un niveau au-dessus. Il s'agit des roquettes lourdes. Ici aussi, il y a un nom que nous connaissons et interceptons très bien. Il s'agit du Fajr 5, de fabrication iranienne, que l'organisation terroriste Hamas tire depuis Gaza à une distance pouvant aller jusqu'à 75 km. En outre, le Hezbollah utilise des roquettes Kabarwan d'une portée de 100 km. Elles sont rejointes par une arme plus puissante, des roquettes appelées Zelzal 1 et 2. Il s'agit d'améliorations iraniennes de la fusée lunaire russe dont la portée peut atteindre 210 km. Les deux fusées sont dotées d'une grosse ogive de 600 kg, mais leur structure et leur trajectoire de vol ne sont pas plus compliquées à intercepter qu'une fusée normale. Notez que plus la fusée est grosse, moins la rampe de lancement ou le support aura plusieurs tubes et l'ennemi devra déployer plus d'armes
pour tirer une volée significative. Le Hezbollah sait que Tsahal peut localiser n'importe quel point de lancement au moment où elle ouvre le feu et y placer une bombe, un missile ou un obus. Plus l'ennemi tire, moins il aura de lanceurs. En troisième position, à l'extrémité de la pyramide de l'artillerie iranienne, sont des missiles balistiques guidés appelés Fatah 110, qui ont une portée de 250 km et plus. Il s'agit en fait de versions guidées de la fusée Zelzal qui utilisent le GPS pour fixer leur trajectoire vers la cible, mais qui n'ont pas la capacité de manœuvrer et de surprendre. Il s'agit d'une arme plus précise que d'autres qui, sur le papier, peuvent atteindre un bâtiment spécifique. Gardez à l'esprit que le petit civil sur le front intérieur n'a rien à s'inquiéter de ces missiles de précision. L'idée même d'une arme de précision est de frapper quelque chose de précis. Par exemple, une base militaire, un poste de transformation, un pont, un commutateur de téléphone portable, etc. Les terroristes ne vont pas gaspiller leurs armes les plus précises sur votre bâtiment à Petah Tikva, qui est une ville d'Israël. Néanmoins, un tir réussi d'un tel missile sur sa cible pourrait provoquer une coupure d'électricité ou des interruptions de téléphonie cellulaire. Comment le Hezbollah tire-t-il sur tout cela ? Certaines des roquettes seront lancées à partir de rampes de lancement et beaucoup d'autres le seront à partir de divers lanceurs mobiles. Certains d'entre eux sont montés sur des camions lourds standards des systèmes Grad et d'autres sur des camions plus petits et plus agiles. Certains des lanceurs mobiles sont déguisés en camions civils avec des tubes pour les roquettes Grad à l'intérieur de la remorque arrière ou avec une coque supérieure qui ressemble à un camion de livraison. Je sais que ce chiffre 150 000 roquettes est très effrayant, mais soumettons-le à des tests sur le terrain et voyons comment il peut se manifester dans la guerre actuelle. Tout d'abord, il est très important que vous sachiez que toutes les roquettes ne se trouvent pas dans les conteneurs d'expédition et qu'il ne suffit pas que Nasrallah actionne un grand levier, laisse échapper un rire diabolique et que tout l'arsenal s'envole vers Israël. Savez-vous où se trouvent la plupart de ces 150 000 roquettes ? Dans des entrepôts, des bunkers, des tunnels et des véhicules qui sont eux-mêmes stockés dans des endroits cachés. Tout ne peut être chargé sans être exposé et aucun dépôt d'armes n'est à l'abri d'une frappe aérienne israélienne. C'est la principale raison pour laquelle le Hezbollah a beaucoup investi ces dernières années dans des moyens anti-aériens avancés. Il est clair pour lui que l'armée de l'air israélienne peut réduire à néant une partie importante de son avantage en matière de roquettes en l'espace de quelques minutes. Dans certains secteurs, les tirs seront effectués à partir de complexes militaires préparés dans les villages et les colonies afin de rendre difficile l'action de Tsahal. Mais avec l'apparition des premières images de la bande de Gaza détruite, des milliers de villageois se sont levés et ont fui vers le nord. Il nous sera plus facile de faire la distinction entre ceux qui plantent des olives et ceux qui plantent des roquettes. Israël a également agi avec sagesse et a évacué de nombreuses colonies de la ligne de clôture au nord. Un autre problème est celui de la logistique des roquettes. Il n'est pas facile de gérer autant de roquettes et de lanceurs répartis sur une zone 5 fois plus grande que la bande de Gaza. Il en résulte une crédibilité partielle. Le 48e jour de la guerre, le Hezbollah a lancé un barrage de 48 missiles en réponse à l'assassinat de membres importants de la force Radwan et du fils d'un membre important de l'organisation. Mais pour la gouverne de tous, 20 de ces roquettes sont tombées et ont explosé à l'intérieur du territoire libanais, de sorte que l'équipement du Hezbollah ne fonctionne pas toujours. Écoutez, Nasrallah n'est pas stupide et il sait très bien à quel point son organisation terroriste est sensible. Lorsqu'on analyse une armée, il faut la placer sur une échelle de taille et de force par rapport à l'agilité sur le terrain. Le problème de l'organisation terroriste libanaise en tant qu'armée est qu'elle n'est pas assez grande pour profiter de la force d'une armée conventionnelle sur le lieu de l'action qui est lui-même vaste et complexe. Cependant, elle dépend toujours de zones stationnaires, de limitations logistiques et des faiblesses qui en découlent. De plus, l'armée terroriste
s'est rapidement développée et n'est plus une petite armée de guérilla souple et agile. Notre solution aux roquettes du Hezbollah sur le front consiste à les intercepter à l'aide du dispositif antimissile le plus efficace de l'histoire militaire. La solution israélienne au réseau et aux limites du Hezbollah est une pluie de bombes précise et mortelle qui fera exactement ce qu'il faut et frappera exactement là où ça fait mal, tout en tirant parti des faiblesses logistiques et des sensibilités particulières de l'organisation terroriste. Il est facile d'oublier que le Hezbollah opère dans des conditions très différentes de celles du Hamas. C'est une organisation terroriste chiite qui vit dans un environnement rempli de rivaux amers, le Front populaire, le Front démocratique, le Fatah al-Islam, les brigades Abdallah Azzam, Isbat al-Ansar et une foule d'autres acteurs du djihad mondial. Vous voulez deviner ce qu'ils ont tous en commun ? Chacune de ces organisations terroristes du Sud-Liban déteste le Hezbollah. Si le Hezbollah entraîne les FDI dans une troisième guerre du Liban, il perdra inévitablement une très grande partie de son pouvoir, de ses agents, de son infrastructure et de son influence. Et ce n'est que la moitié de l'histoire. Vous vous souvenez qui possède le Hezbollah, n'est-ce pas ? L'Iran a investi des milliards de dollars et de nombreuses années dans sa filiale libanaise, faisant passer l'organisation du statut de terroriste confus mais optimiste à celui de puissante armée par procuration. L'idée était, parallèlement à l'expansion de l'influence chiite, de placer une mine sur le chemin d'Israël. Toute attaque de Tsahal contre l'Iran entraînera l'activation de l'arsenal du Hezbollah, ce qui perturbera le cours de la guerre. Et les Iraniens n'ont pas construit le Hezbollah pour qu'il aille se suicider dans une guerre qui n'est pas la sienne. Si Téhéran tente de remplacer Nasrallah et de lever une autre milice locale, il devra payer beaucoup plus cher car, en vérité, les locaux détestent réellement les Iraniens. Pour conclure, je dirais que le Hezbollah est un ennemi déterminé et dangereux, très conscient de ses limites et qui sait qu'il est beaucoup plus rentable de menacer avec 150 000 roquettes que de tirer 150 000 roquettes. Et malgré toute la pompe chiite, le Hezbollah n'a apparemment pas l'intention de se suicider dans cette guerre. Aujourd'hui, nous en avons donc appris un peu plus sur les capacités militaires du Hezbollah, sur son arsenal de roquettes, de drones et d'autres armes. Mais je pense qu'il est important de se rappeler, et c'est quelque chose que je crois personnellement, que quoi qu'il arrive, la seule chose qui défendra Israël et le peuple juif, c'est Dieu. Ce n'est pas notre armée, ni nos capacités avancées, c'est Dieu. Joignez-vous donc à nous dans la prière pour que Dieu protège le peuple d'Israël, et joignez-vous à nous dans la prière pour la paix de Jérusalem.